Merci à la Fondation qui a permis aux journalistes de diverses nationalités, pour mieux citer le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée, de se réunir pour une mise à niveau. Je suis Aminata Souma, je suis journaliste indépendante, je viens de la Guinée-Conakry. Ce n'est pas une première qu'on suive ces genres de formation, ces genres d'ateliers avec la CAS. Akwaba. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, où nous participons à l'atelier Média 2023 de la CAS. C'est un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour parler de la politique en lien avec les médias. Mesdames et messieurs les blogueurs, chargés de communication, chargés de relations publiques, créateurs de contenu, community managers, chers professionnels des médias en salle et en ligne, chers formateurs, c'est toujours une satisfaction, mais aussi un défi pour nous de nous retrouver face aux hommes et femmes des médias. Qu'il s'agisse d'un atelier, d'une conférence ou d'un colloque, si vous vous demandez pourquoi, cela tient un haut mot, démocratie. Ce mode de gouvernance, pilier de notre vision, ne peut s'accomplir si, dans notre démarche, nous n'associons pas les composantes de la société qu'il est censé impacter. Non seulement les journalistes, quatrième pouvoir, mais aussi ceux qui, autour d'eux, sont un canal de plus en plus important de la communication. Voilà pourquoi, depuis 2021, nous avons tenu le pari d'associer les blogueurs ainsi que les autres producteurs de l'information et de la communication que j'ai cités précédemment. Ce n'est pas un mélange de genre avec pour but de semer la confusion dans le secteur d'activité. C'est la reconnaissance de l'apport effectif des uns et des autres dans la construction de sociétés nouvelles. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr César Moquet-Flan. Il est le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Il va nous entretenir sur les fondamentaux et l'évolution des idéologies politiques. Merci. Docteur Kefi Becker, merci de m'avoir associé à ce programme. C'est toujours pour moi un plaisir de participer à ce type de forum, comme venant à ce type de séminaire. Quand vous venez pour suivre un module intitulé Médias et idéologie politique, quelles sont vos attentes? En ce qui concerne mes attentes personnelles, c'est de pouvoir faire la déconstruction entre la personnalité politique et l'idéologie politique. Parce que bon, je me permets de dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus la personne qui a la tête du parti que généralement on s'identifie. Donc, vu que ce n'est pas tellement divulgué, l'idéologie politique des différentes personnes, au moins être capable d'identifier des éléments de leur idéologie politique afin de les catégoriser et puis donc peut-être pouvoir informer la population de voilà tel parti ou telle idéologie politique, voilà ce à quoi il aspire, voici ce à quoi il n'aspire pas, donc être capable d'identifier et puis pour pouvoir transmettre ça fidèlement.
Aminata Souma, étant journaliste, animatrice, présentatrice, en venant ce genre d'atelier qui, pour la première fois pour moi, je viens en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est d'abord un rendez-vous d'échange, parce que je parie que chacun d'entre nous peut être à votre place pour donner à l'avenir une formation telle. Je m'attends à ce qu'à la sortie de cet atelier, que je puisse distinguer c'est quoi l'idéologie politique, l'anarchisme, le socialisme, et que, en fin de compte, même sur mes productions journalistiques, que je puisse sortir, faire un vrai sujet de reportage. Et c'est pour ça que je combats toujours ce harcèlement de dire que le journaliste doit être objectif. Il ne saurait avoir d'objectivité en journalisme. Parce que l'être humain est subjectif par nature. Et il sera difficile pour un journaliste de faire un papier sans y mettre un petit coup de sa subjectivité. Ce n'est pas possible. Et donc, pour rester humble dans le débat intellectuel, on réclame aux journalistes d'être plutôt crédibles. Qu'est-ce que le journaliste? Qu'est-ce que le politique? C'est la première question. Le journalisme, c'est bien ce pouvoir-là qui a le monopole, qui est l'expression même de la libre expression des uns des autres. Le politique ayant pour intérêt de cacher certaines informations, le journaliste ayant pour vocation de révéler tout ce qu'il y a autour de la gestion publique sans cacher les informations que le politique voudrait cacher, je trouve que c'est normal qu'il y ait une certaine dualité entre le politique et le journaliste dans une démocratie qui fonctionne. Tout le monde a le droit de s'exprimer, la liberté d'expression. Parce qu'on est dans une démocratie qui fonctionne. Du coup, on aura la liberté d'expression. Donc, le journaliste, lui, il aura pour mission de révéler la vérité à la population. Là où vous êtes, quand on va trouver cette salle, les problèmes de la vie vont se retourner contre vous. C'est ça la réalité du journalisme. Ibrahima Mbemba Ba, qui a posé un lot de questions. La première question est de savoir, est-ce qu'un journaliste peut être totalement indépendant? Indépendant du point de vue des médias, de ses aspirations et de ses goûts. La seconde question, c'est est-ce que les journalistes sont les mieux éduqués pour couvrir les partis politiques? C'est de savoir pourquoi en Afrique, généralement les médias d'État ne couvrent pas les activités politiques des partis politiques, des oppositions au pouvoir. La dernière question. La première fonction des partis politiques, c'est une fonction d'intermédiaire des populations entre les partis et ces populations. D'accord? À l'Assemblée, vous avez des personnes qui sont élues comme des représentants du peuple. L'idée, c'est de faire en sorte que ceux-là représentent les intérêts des populations auprès du pouvoir exécutif. Donc, première fonction, la fonction d'intermédiaire ou de représentation. Deuxième fonction maintenant, comme il a dit, la fonction de direction qui est une fonction sur la gestion des affaires d'État. Et donc, cette fois-ci, précisément, on attend à ce qu'on puisse faire la restitution dans notre pays. Le journalisme
est un des métiers les plus contraignants. Mais paradoxalement, c'est aussi le métier où tout le monde peut entrer. Si vous voulez être policier, vous devez passer par l'école de police, nécessairement. Mais si vous voulez être journaliste, l'école de journalisme n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire en tant que principe moral. Mais dans les faits, on peut se former parce qu'on est passionné, qu'on écrit bien, qu'on a une bonne maîtrise de la langue et qu'on est accepté peut-être comme stagiaire dans une rédaction et on apprend sur le tas. Vous êtes une référence, que vous le vouliez ou pas. Donc tout le monde se tourne vers vous, mais en même temps, vous êtes la personne de qui tout le monde peut facilement se détourner. Parce que dès qu'il y a un problème avec la justice, alors là, vous découvrez à quel point vous êtes seul. Le premier outil du journaliste dans la collecte de l'information, si c'est une source humaine, c'est l'entrevue, face à face. Le métier du journalisme, c'est exactement comme celui d'un médecin. Si vous faites mal votre travail, vous devez être sanctionné et renvoyé en stage. Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la France insoumise. Après un échec aux élections présidentielles en France en 2012, en tant que représentant du Front de gauche, il se présente de nouveau aux élections présidentielles en France en 2017. Il déclare « Je veux représenter et incarner la France insoumise et fière de l'être, celle qui n'a pas de muselière ni de laisse. » Il sut un second échec. Jean-Luc Mélenchon, loin d'être mélancolique, s'est présenté de nouveau comme candidat de la France insoumise en 2022. Élection qu'il a malheureusement perdue. Farouche défenseur des causes sociales, il n'est pas prêt de se coucher face aux injustices sociales. Surtout, celles en rapport avec la retraite et l'inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui septuagénaire, critique vivement l'oligarchie, les puissances financières, une administration européenne sous l'emprise des lobbies ainsi que les traités de libre-échange scélérats. Insoumis face aux réformes sur la retraite et l'inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon appelle à la révolution dans la rue pour manifester contre les réformes sur la retraite le 16 octobre 2022. Il reste chevronné et insoumis face au découragement, malgré que la Confédération Générale du Travail, en abrégé CGT, a déclaré ne pas prendre part aux manifestations. Jean-Luc Mélenchon dit à ce propos « Je déplore de ne pas y appeler, on peut comprendre, mais qu'il ne participe pas. Ce n'est pas ce qui va se produire. Ce qui va se produire, il y aura des milliers de CGTistes face à ce qui se passe, n'oublions jamais, ce n'est pas un jeu. Face à ceux qui critiquent son appel à la révolution dans la rue comme des germes du chaos, c'est un homme conscient qui, contre vents et marées, n'ignore pas le désarroi de la société. L'homme politique insiste. Je crois que vous ne vous êtes pas rendu compte que le chaos est déjà là. Le chaos est à l'hôpital, le chaos est à l'école, le chaos est dans le chauffage, le chaos est dans l'électricité, le chaos est dans le prix de la vie, le chaos est là. Et si vous ne faites rien, quand vous êtes démocrate, si vous ne me proposez pas de cadre pour faire la démonstration, nous serons en nombre innombrable. Une chose est sûre, l'on n'a pas encore fini et l'on ne saurait finir de parler de Jean-Luc Mélenchon qui, tout laisse à croire, ne saurait rester insoumis face aux injustices sociales. D'accord, merci beaucoup. Alors, les questions? Ok, merci Luc. J'aimerais te féliciter pour la qualité du travail. Moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est selon moi un avis, l'usage un peu abusif de la préposition en. À plusieurs reprises, ça s'est répété. Est-ce que je ne pouvais pas trouver des synonymes ou bien revoir la formulation des phrases, voir bien énoncer les dates? Merci. Franchement, merci beaucoup pour ce travail. Je ne sais pas
tes sources. Quelqu'un parlait de sources ici. Mais je trouve qu'en termes de portrait, on est dans le sujet. Merci. C'est un très, très beau travail. Mais j'ai remarqué quelques petites choses. Donc, je vais faire un commentaire insoumis. Oui, on comprend que Jean-Luc Mélenchon, c'est le président de la France insoumise, mais il y a trop d'insoumis dans ton texte. Ton texte même est soumis à l'insoumission. La seconde chose, c'est les échecs de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que, pour moi, j'aimerais savoir la cause, selon toi qui dépeint le portrait en fait. C'est-à-dire, à ton avis, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, malgré sa position auprès du peuple et tout, à chaque fois qu'il participe à une élection, il échoue en France? Une petite description, je pense que tu pouvais trouver ça, mais j'ai pas. Sinon, dans l'ensemble, c'est un portrait. C'est, je veux dire, un hymne à Jean-Luc Mélenchon. Merci. Et première chose, c'est par rapport au titre. Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la France insoumise. Et si vous avez dit le leader de la France insoumise, parce qu'il n'est pas le seul homme qui est insoumis en France, et il y a les Gilets jaunes, il y a d'autres encore, il y a Marine Le Pen aussi. Et en plus de cela, j'aimerais savoir, il voudrait être insoumis envers qui? C'est envers l'État français ou bien envers qui? J'aimerais comprendre. Ok, félicitations encore pour le travail. Mais j'aimerais savoir, le logo qui est là-bas, vous avez créé déjà un site pour faire les annonces là ou bien quoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà un site, c'est vraiment un bon article que vous êtes en train de partager. Mais au-delà de ça, il faut nous parler aussi aujourd'hui même Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on est en train de faire son portrait maintenant et il peut même devenir un futur président en France. Parce que moi j'ai vu, on dirait l'article vous avez écrit il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui quoi. Merci. Moi, je voudrais savoir, vous êtes journaliste de la presse écrite ou bien audiovisuelle? Là, ça va nous identifier dans les écrits, avoir une idée. Ça nous situe davantage, quoi. Merci. Et donc, avec Diabo à la télé, ça nous épate. Mais par contre, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas si c'est quelques erreurs, voilà, quelques coquilles. Après, il y a Jean-Luc Mélenchon qui revient à chaque fois. Est-ce que parfois, il ne fallait pas utiliser il, puisqu'on sait déjà, c'est de Jean-Luc Mélenchon on parle. Et il y avait quelques tics comme innombrables. Assez abondant des citations dans la présentation. Je trouve que ça plantait assez bien le décor en termes de qui est le personnage. Et j'aimerais avoir un peu le point de vue, bon, le tien, bon, c'est ça qu'il a fait, mais celui de Gérard par rapport à la façon dont on use de ça justement dans le fait de faire un portrait, notamment d'une personne politique et de planter un peu plus le décor de qui il est, de comment il se positionne, notamment en termes d'idéologie. Voilà. Ok, merci beaucoup pour vos remarques dont je vais tenir compte pour améliorer le document. En ce qui concerne l'usage abusif de certains mots et la répétition du terme insoumis. En ce qui concerne pourquoi il échoue à chaque fois, pourquoi à chaque fois il revient aussi, on va dire que c'est contextuel. Ce qui concerne de prendre conscience de l'urgence climatique, de tenir compte des faits sociaux, de faire l'inclusion. C'est à chaque fois, chaque année, par des formations de la CAS, ici, ou bien peut-être des meetings, ou bien peut-être des articles, que la population commence à se rendre compte qu'il est important, au-delà de chercher de l'aspect libéral, de tenir compte de l'écologie, de tenir compte aussi de l'aspect social. Donc on voit qu'à chaque année qui se présente, son électorat augmente. Et c'est ce que j'ai voulu relever. Malgré ses échecs, il défend ses convictions. Et on voit qu'à chaque fois, les personnes qui le soutiennent deviennent de plus en plus nombreuses. Donc, c'est ce que j'ai voulu relever. Il échoue à chaque fois parce que tout le monde n'a pas conscience de l'importance de tenir compte de l'environnement et de faire une inclusion sociale pour tous. Mais à chaque fois aussi, on voit que son électorat augmente. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il se présente. Donc, il y a la question de savoir insoumis envers qui? Insoumis pas envers le gouvernement, insoumis parce qu'il refuse qu'il y a des personnes qui soient marginalisées. Il refuse qu'on soit dans l'inaction climatique ou bien l'inaction
envers la situation de l'environnement. Donc, il veut à chaque fois agir en faveur. Il y a la question sur le logo, savoir si c'est un ancien article et tout ça. C'est pas un ancien article, c'est moi-même qui l'ai fait, c'est moi-même qui l'ai édité. Et voilà, je ne l'ai pas fait il y a longtemps, je l'ai fait lorsque M. Gérard l'a demandé. Bon, il y a madame qui m'a demandé si je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste, je suis community manager et puis créateur de contenu. D'accord, donc il y a les commentaires de madame, ce qui concerne les coquilles. Effectivement, j'ai remarqué qu'il y a des coquilles. J'ai regardé des interviews sur Jean-Luc Mélenchon avant les élections, après les élections, pour recueillir certains de ses propos pour étayer le document. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, parce qu'il est important que nous prenions conscience de l'urgence climatique, de l'inclusion sociale. Le courant libéral a montré ses effets bénéfiques, mais en même temps, on se rend compte de certaines failles. Du coup, il faut tenir compte de ces éléments tels que l'inclusion sociale, parce que la dernière fois, le professeur Flan a parlé des perdants, voilà, du mondialisme. Pour moi, ce ne sont pas des perdants. Je pense que c'est un système qui a été mis en place pour bénéficier à tout le monde. Du coup, si on voit qu'il y a des personnes qui sont perdantes, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Du coup, c'est, on va dire, des failles. Du coup, il faudrait revoir ça. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il est du parti gauche. Je ne pousse pas forcément toutes ses idées, mais au moins, il reste intraitable sur l'aspect social, l'aspect environnemental. Je peux illustrer avec, par exemple, la présentation de Wilson, qui lui avait, par exemple, un petit-fils de Lumumba. Si, par exemple, le petit-fils pourrait donner une anecdote qui montrait que, par exemple, à la maison, voici comment Lumumba a réagi par rapport à telle situation, qui, par exemple, ce qui concerne le fait d'être intransigeant, pour étayer le fait qu'il est prêt à donner sa poitrine pour pour son pays. C'est un peu à ce titre-là que j'essaie de prendre des prises de parole dans des interviews qui étaient l'idée qu'il ne peut pas accepter que certaines injustices sociales se passent. C'est à titre d'anecdote ou bien d'illustration que j'ai pris des citations. Il faut que dans le travail, le début par contre, je trouve ça intéressant, si c'est pas trop, d'accord, ne pas commencer comme ça, mais peut-être trouver une phrase qui emballe, et puis maintenant vous rentrez dans le vif du sujet, c'est bon. Mais pas les phrases philosophiques du genre, nul n'est censé l'ignorer. Non, ne faites pas les phrases de ce genre, mais quelque chose quand même qui ouvre, d'accord, en apaisant un peu les esprits sur la personnalité. Ça c'est bon. Donc j'ai dit, par rapport à l'angle, le fil conducteur a un peu manqué. Je ne vais pas répéter les choses que j'ai dites, mais j'insiste toujours sur le style. D'accord. Notre collègue David nous a introduit dans une nouvelle forme et vous n'en avez pas parlé. Il a introduit des intertitres dans son portrait. C'est quelque chose qui doit vous frapper, non? Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien? Est-ce que c'est quelque chose qui donne une certaine lisibilité au texte? Le titre, Charles Blé Goudet, désormais un homme de paix, avec un point d'interrogation. Je ne sais pas si ça se fait en portrait. Voilà. C'est de manière sobre que Charles Blé Goudet, ancien leader des jeunes patriotes, a regagné son pays natal, la Côte d'Ivoire, après près de 10 années d'absence. Une absence due à son transfèrement à la CPI en 2014, suite à son arrestation au Ghana, pays où il s'était réfugié après les élections présidentielles de 2010-2011 qui ont fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudet, né le 1er janvier 1972 à Niabrago, dans la région du Gor, au centre de la Côte d'Ivoire. En 1991, il passe dans la clandestinité le baccalauréat série A1. Mais bien avant, en 1990, il adhère à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Il occupe différents postes de secrétaire à différents niveaux. Par ailleurs, de 1994 en 1999, il sera emprisonné 8 fois pour son engagement dans la
lutte syndicale estudiantine. En 1996, il fait son entrée au Bureau national en tant que secrétaire national à l'organisation. En 1998, il est fait leader de la FESI. Au thème de son mandat, il crée en juin 2021, en compagnie d'amis africains, le Congrès panafricain des jeunes patriotes, le COJEP, mouvement de lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Après sa licence en anglais obtenue dans des conditions controversées, il passe un master en gestion et prévention des conflits en Angleterre, puis suspend ses études en Angleterre et regagne Abidjan pour organiser la résistance pacifique en 2002. Une semaine après le début de l'attaque contre la Côte d'Ivoire, perçu comme un adepte de la violence par la presse française, Charles Blé Goudé dit être un pacifique qui prône la non-violence et le rejet des armes comme moyen d'accession au pouvoir. À la faveur de la crise post-électorale de 2010 à 2011, il sera transféré à la CPI, puis acquitté en première instance par la Cour pénale internationale et placé en liberté conditionnelle à La Haye. Il regagnera Abidjan en novembre 2022. Cependant, le tribunal criminel d'Abidjan l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA comme amende. L'ex-poulain de Laurent Gbagbo est accusé d'actes de torture, d'homicide volontaire et de viol. Pour l'heure, il organise des meetings pour prôner la paix et soutient être désormais un homme de paix. Question. Félicitations. Et donc, avec ce genre de parcours, moi, j'aimerais savoir son statut patrimonial. Avec un tel parcours, est-ce qu'il a construit une famille autour ou est-ce qu'il était quelqu'un, on ne sait pas, ce qui battait les femmes, je ne sais pas. Est-ce que, pourquoi il a passé son bac, je ne sais pas comment vous appelez ici, dans la clandestinité? Moi, je pense qu'au niveau du nombre de morts, c'était plus facile de le documenter, le nombre de morts évoqués. Si c'était selon, je ne sais pas quelle source, il fallait l'évoquer pour ne pas faire savoir que c'est vous qui dites qu'il y avait eu 3000 morts. Voilà. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Et au niveau du titre, c'est un titre interrogatif. Donc, juste là, bon, on ne s'est pas encore situé sur l'angle choisi par notre consoeur. Sinon, on a pu montrer le côté négatif, beaucoup plus que ce qu'on devrait attendre du papier. Oui, selon moi. Sinon, il a une licence dans des conditions controversées et autres là. Bon. D'accord. Oui. Vous auriez aimé qu'on parle du côté positif? Oui, oui, oui. D'accord. Avec peut-être les organisations où ils prônent la paix et autres. D'accord. Ok, bonjour à tous. Merci pour le travail abattu. Mais comme l'a dit mon précédent confrère, le titre, en fait, avec le reste le corps du texte, tend à je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si c'était un papier pour douter du caractère pacifique de l'homme. Est-ce que c'était l'objectif visé? C'est ma question. D'accord. Merci pour le travail. Bon, j'avoue que ma seconde question, monsieur Yannick l'a déjà posée, mais moi je voudrais savoir ce qui se cache derrière le choix de cette personne, parce que si je me réfère au titre que vous avez donné, vous avez dit qu'il est devenu un homme de paix, mais avec un point d'interrogation à la fin. Donc je veux savoir les raisons qui vous ont poussé à choisir cette personne-là et pourquoi vous l'avez peint en griffe en noir. Merci. Je vous félicite pour la qualité du travail. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est la création du parti, le COJEP. J'ai entendu juin 2021, si je ne me trompe pas. Voilà, donc est-ce que je peux avoir la source?
Voilà, juin 2021. Le second, c'est pourquoi vous n'avez pas mentionné l'idéologie politique du personnage en question. Merci. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Ah d'accord, allez-y monsieur. Moi, c'est juste qu'au début, elle nous a parlé de Charles Blé Goudé, son emprisonnement, son retour, et vers la fin, elle est encore revenue sur cet aspect. Je ne sais pas si c'est des informations différentes ou c'était un complément d'information, puisque vous êtes revenu encore vers la fin de votre portrait. Bon, il y a un dernier là-bas, on va prendre. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on sait tous qu'après sa libération, on ne sait pas. Il est devenu nom de père. Nous, à Abidjan, on sait. Il est nom de père. Mais en entendre parler, c'est comme si, après être libéré, il sème toujours la panique en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas ressorti ce côté-là après sa libération. C'est important. Merci pour ce travail-là. Rassurez-vous, c'est vrai que les critiques seront plutôt constructives. Alors, je me dis qu'on aurait un peu plus accentué ce travail de réflexion sur l'actualité aussi de Blé Goudé après avoir déroulé un peu son historique. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus ou moins actif, qu'il tend à poser des actes pour revenir en tout cas en force dans l'arène politique ivoirienne. Donc je trouve qu'on aurait un peu brossé ce côté-là, que ça aurait été très complet en tout cas. Merci. Il paraît qu'il y a une question en ligne. Je ne veux pas qu'on attribue certaines pensées à la population ivoirienne qui soit bien sûr responsable de sa pensée. Pour le moment, on n'a pas d'idée concrète. Merci à tous. À l'entame de mes propos, je disais comme ça que j'étais sûre que le travail avait beaucoup de soucis. Je vous rassure, je prenais toutes vos observations en compte. Mais néanmoins, concernant l'actualité de Charles Blé Goudé, j'ai dit ici à la fin qu'il organisait des meetings pour prôner la paix. C'est ce que j'ai dit. Donc, mon titre, j'ai mis le point d'interrogation parce qu'on connaît Charles Blé Goudé avant qu'il n'aille à la haie. Il est revenu, aujourd'hui, il ne fait que prôner la paix. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il a vraiment changé? En tout cas, moi, je m'interroge. Voilà. Elle a demandé si c'était un homme à problème parce que je n'ai pas évoqué le côté matrimonial de Charles Blé Goudé. C'est vrai, je m'en excuse. On sait que sur le plan politique, c'est un meneur de troupes. Mais le côté matrimonial, Charles Blé Goudé a beaucoup caché sa famille. Et on n'a pas entendu de mauvaises choses à ce niveau. Sinon, on sait qu'il est marié et il a des enfants. Peut-être légalement. Sinon, il a doté sa femme. Maintenant, je ne sais pas si on ne doit pas prendre ça aussi en compte. Charles Blé Goudé est connu dans le milieu politique comme un meneur de troubles. Il faut dire que depuis le temps du second président en Côte d'Ivoire, il a eu à soulever la jeunesse, à manifester. Et c'est seulement qu'au temps de Laurent Gbagbo qu'il était en faveur du pouvoir. Donc en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est vu comme quelqu'un de l'opposition. Voilà pourquoi j'ai choisi ce temps. Concernant le bac dans la clandestinité, il faut dire que c'est seulement en classe de première qu'il a adhéré à la FESI. Et au niveau de la classe de terminale, la FESI, on sait que c'est un mouvement estudiantin qui bouge beaucoup, qui mène des troubles dans les écoles, même qu'il faut arrêter les cours. Donc, il fallait pour lui se retirer et bosser dans la clandestinité pour pouvoir obtenir le bac et accéder à l'université pour continuer le mouvement. Je dis qu'il a passé le bac dans la clandestinité parce qu'il a voulu se retirer un moment de la classe de première à la terminale, juste se concentrer sur les examens pour pouvoir accéder à l'université et puis là, se montrer encore plus. Voilà ce que je peux dire. Okay. Maintenant, si d'autres journalistes ici ont plus d'informations à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup. Merci quand même pour votre travail. Je pense qu'elle-même, elle avait quelques doutes par rapport à son travail avant d'arriver. Et je peux vous dire que c'est exactement ce qui est souhaité. Quand vous travaillez, il faut essayer de faire lire votre travail, de consulter d'autres collègues. C'est quand
vous allez le mettre en public sans l'avoir fait, que toutes ces questions-là vont sortir. Ben, si vous le faites avant, vous avez la possibilité que d'autres collègues qui ont plus d'informations que vous, qui ont peut-être un livre, quelques recueils, pour donner plus d'informations, vont vous aider. Donc, franchement, pour ça, je suis reconnaissant. Une chose que je voudrais dire, j'ai oublié de le dire pour le premier, votre titre était trop long aussi, d'accord? Il faut avoir quand même un titre intéressant, comme je l'ai dit, qui accroche, qui quand même résume, hein, en quelques petits mots. Un titre est long, en presse écrite, à partir de combien de mots? C'est 7 mots. Après 7 mots en presse écrite, un titre est long. Est-ce que l'apostrophe est un mot? Vous allez plonger votre tête dans la cire. Et l'apostrophe est un mot complet. Oui, après 7 mots, un titre est long en presse écrite. Oui. En ligne, là, vous faites quoi? Vous écrivez seulement sur Internet, non? C'est ce que je vous dis. La différence, vous pensez que vous êtes un nouveau type de journaliste et c'est ça qui vous plonge. Ceux qui travaillent en ligne, ils doivent savoir qu'ils sont journalistes d'abord. D'accord? La presse en ligne n'est pas une invention. Il n'y a pas un guide qui dit, bon, vous êtes journaliste en ligne, les autres sont journalistes presse écrite. C'est le papier et le numérique qui constituent la différence. Donc oui, si en ligne vous écrivez 15 mots, vous êtes un mauvais journaliste. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire. Le portrait, effectivement, et on l'a remarqué à travers les questions, le portrait n'est pas une sorte de paraphrase du CV de la personne. D'accord? J'ai vu que vous avez aligné en 98, là été... Non, ce n'est pas ça le portrait. Non, 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 non. D'accord? Le portrait est un test. D'accord? Et à des moments donnés, vous pouvez même laisser tomber ces références de date. D'accord? Et faites un effort de vous documenter assez sur la personne. Okay? Merci beaucoup. Nous avons organisé cet atelier média pour non seulement les journalistes, mais aussi les professions assimilées, les blogueurs, les créateurs de contenu et même les hommes de l'ombre, les chargés de communication, les chargés de relations publiques, parce que nous avons estimé que tous ces segments-là constituent l'essentiel de l'information et de la communication qui est servie au public. Je pense que ce qu'on a fait, c'est montrer aussi aux journalistes que lorsqu'on parle des questions politiques, cela touche toutes les autres questions sectorielles qui sont liées au social, qui sont liées peut-être aux relations internes et externes, qui sont liées aux questions sécuritaires et tout le reste. Et que
quand on parle de politique, il ne s'agit pas seulement des débats entre acteurs politiques, mais c'est de voir un peu peut-être la politique agricole, la politique sanitaire, économique, tout le reste. Donc les journalistes doivent beaucoup plus accorder une certaine attention à ces questions, voir un peu comment ces questions sont traitées au niveau politique et quels sont les impacts que les décisions politiques peuvent avoir sur les populations. Je viens de participer à l'atelier 2023, à l'atelier média 2023 de la Konrad Adenauer Stiftung. Dans un contexte africain où les orientations politiques évoluent en fonction des intérêts circonstanciels, en tout cas pour certains de nos hommes politiques, il est important de regrouper des journalistes pour les outiller sur la manière dont il faut traiter l'information, cette denrée sensible. C'est ce qu'a compris la Konrad Adenauer Stiftung, que je remercie du fond du cœur. Pendant 4 jours, il a été question pour nous, journalistes, venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, de réfléchir sur des questions essentielles liées aux fondamentaux du journalisme. Les fondamentaux du journalisme sont le pilier du vrai journalisme. Le vrai journalisme est le vaccin contre la désinformation. Quoi de plus intéressant que de regrouper des professionnels de l'information pour confronter les réalités dans leur pays, pour réfléchir justement, pour se rappeler ces fondamentaux-là pour un journalisme efficient et intéressant en Afrique, un journalisme au service des populations. C'est ce que nous avons eu à faire pendant ces quelques jours d'atelier, quelques jours intenses, mais que nous avons quand même aimé. J'ai été édifié, enseigné sur l'idéologie politique. Et moi je dis c'est la bienvenue parce que nous sommes plein de journalistes en Afrique qui ignorent certaines lois et principes du journalisme et en politique. On ressort d'ici heureux parce que vraiment on a dû apprendre beaucoup. On a appris beaucoup. Il y a des choses qu'on savait mais qu'on ignorait, pourtant qu'elles existent bel et bien. J'ai beaucoup apprécié parce que lors de la formation, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur le métier du journaliste, non seulement en général, mais aussi du métier de journaliste politique que je suis d'ailleurs et les idéologies politiques concernant les partis politiques en Occident et en Afrique. On repart d'ici vraiment heureux et satisfait parce que la CAS fait des merveilles dans le sens où fait appel à des journalistes et les former sur certains thèmes qu'ils ne pensent même pas connaître. Leur sortie d'ici, on ressort vraiment heureux. Heureux, c'est le mot que je peux dire. Merci à la CAS. J'incite la jeunesse ivoirienne, surtout aux hommes de médias, de se consacrer à ces séminaires que lance comme la CAS, comme plusieurs structures, pour qu'on soit vraiment édifié et enseigné. Moi, je dis celui qui n'a pas de repère se perd. Donc, il faut s'informer pour mieux être outillé, pour défendre les causes et défendre les lois qu'il faut étant journaliste. J'ai été invitée ici par la CAS pour assister à l'atelier sur les médias et idéologie politique. Au cours de ces 3 jours, j'ai beaucoup appris des formateurs sur les idéologies politiques, la relation entre les hommes politiques et le journaliste, qui doit faire preuve de professionnalisme sur le terrain. J'ai appris aussi comment rédiger un portrait sur un homme politique et beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas trop dans la politique, mais arrivé ici, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de nouvelles méthodes pour mieux affronter le métier. Et je remercie la CAS pour cette merveilleuse opportunité. Et j'espère mettre en application toutes les connaissances acquises au cours de ces 3 jours. Ce message s'adresse aux jeunes qui sont encore ignorants. Moi, par exemple, avant de participer à cet atelier, j'ai postulé en ligne pour suivre la formation sur la politique. Après cette formation en ligne, j'ai été invitée ensuite, j'ai postulé en 2022 pour la formation en ligne, mais cette année, ils ont décidé de nous inviter en Côte d'Ivoire, précisément à Bassam, pour assister à l'atelier sur les médias et idéologie politique. Et je demande aux jeunes qui doutent encore du métier que ce n'est pas un métier très difficile, mais avec un peu d'effort et de professionnalisme, ils arriveront à affronter mieux ou à surmonter les obstacles qui se poseront sur leur chemin au cours de l'apprentissage. Pour tous ceux qui se posent des questions sur ce que nous faisons à la Konrad Adenauer Stiftung ou peut-être qui n'ont même jamais entendu parler de la fondation,
ils peuvent toujours se rapprocher de nous. Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Nous sommes là pour le renforcement de la démocratie. On essaye d'accompagner les différentes institutions dans les pays dans lesquels nous exerçons. Je rappelle encore que pour notre cas, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et de la Guinée. Et donc, pour les journalistes, pour les professionnels des médias qui veulent travailler avec nous, qui veulent participer à de telles activités, nous lançons généralement des appels à candidature sur nos plateformes. Nous avons un site web, www.cas.de/West Africa, Africa avec un K. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, nous avons une chaîne YouTube. Et bien sûr, au-delà des médias, il y a aussi les différentes conférences, les différents séminaires que nous organisons avec la société civile, avec les parlementaires, avec les jeunes, avec les femmes. Et nous avons même un programme de bourse pour ceux qui ont une licence et qui souhaiteraient poursuivre un master. Donc toutes ces informations sont disponibles. Ils peuvent se rapprocher de nous. S'il s'agit d'un rapprochement physique, ils peuvent nous rejoindre à Cocody Lycée Classique. Et bien entendu, j'ai donné le site web, je donne aussi peut-être le numéro de téléphone, c'est le +225 27 22 48 18 00. Ils peuvent aussi nous écrire à info.pdwa@cas.de. Donc voilà, nous sommes toujours ouverts et nous essayons de nous réinventer chaque fois pour répondre aux besoins et au contexte présent.